Alors, bonjour et bienvenue à cette démonstration du nouveau portail de résidence permanente d'IRCC pour la soumission des demandes de parrainage privé de réfugiés. Ce portail a été lancé pour le programme de parrainage privé de réfugiés le 1er novembre 2023 et il est devenu le mode privilégié de soumission des demandes de parrainage privé de réfugiés depuis le 1er janvier 2024. Cette démonstration s'adresse tout particulièrement aux organismes signataires d'entente de parrainage, ou CEP, ainsi qu'à leurs groupes constitutifs et partenaires de parrainage. Alors pour débuter, on va très rapidement présenter notre programme, c'est-à-dire le programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, ou PFPR. Alors, on est un programme national, mais nous ne formons pas les groupes de parrainage au Québec, puisque cette province a son propre système d'immigration, ainsi qu'un programme de parrainage collectif de réfugiés qui est différent du programme fédéral de parrainage privé de réfugiés. Alors, les renseignements qui seront partagés lors de cette séance ne s'appliqueront pas nécessairement au Québec. Le PFPR appuie tous les types de groupes de parrainage, à savoir les groupes de 5, les répondants communautaires, ainsi que les organismes signataires d'entente de parrainage, ou CEP, et leurs groupes constitutifs et partenaires de parrainage. Le PFPR est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC, et il est administré par Catholic Cross Cultural Services, qui est un organisme d'établissement dans le Grand Toronto. Alors, même si notre bureau principal est à Toronto, on a une présence à travers le Canada et on a des formateurs dans toutes les provinces, à l'exception du Québec. Alors, nous avons du personnel francophone ou bilingue, en particulier à Edmonton, Toronto et Ottawa. Vous trouverez les coordonnées de toute notre équipe sur notre site web à rstp.ca/fr/contactez-nous. Alors, la démonstration qu'on va donner dans cette séance se veut une visite guidée complète du nouveau portail de résidence permanente qu'on appelle aussi le portail RP, pour que vous voyez à quoi il ressemble et pour vous donner un aperçu des étapes de création d'une demande de parrainage de réfugiés dans le portail. On partagera également quelques conseils pratiques pour la gestion du compte utilisateur du portail et on attirera votre attention sur certains pièges que pourrait vous réserver le portail RP. Donc, on va expliquer étape par étape comment constituer un dossier de demande de parrainage de réfugiés dans le portail RP. La première étape, comme vous pouvez le voir dans l'ordre du jour, est comment créer un compte utilisateur et se connecter au portail. La deuxième étape est comment commencer une demande et inviter des participants, dont des membres du groupe de parrainage et le demandeur principal réfugié. La troisième étape est d'ajouter des renseignements sur le demandeur principal réfugié et les autres membres du groupe. Et puis, on verra comment remplir la demande dans le portail, y compris les formulaires numériques intégrés dans le portail et les formulaires PDF qu'il faut téléverser dans le portail. On parlera ensuite de comment téléverser les documents justificatifs et autres formulaires supplémentaires. Et finalement, on en arrivera à la dernière étape qui est la déclaration du demandeur principal et la soumission de la demande. La toute dernière partie de notre séance portera sur les courriels automatiques envoyés par le portail et sur les actions qu'il faut toujours effectuer à l'extérieur du portail. Et maintenant, partons à la découverte du nouveau portail de résidence permanente pour la soumission des demandes de parrainage privé de réfugiés. Alors, pour pouvoir commencer une demande dans le portail, il faut bien sûr d'abord accéder à ce portail. Alors, pour y accéder, vous pouvez soit taper l'adresse du site du portail que vous voyez en ce moment à l'écran,
Alors, vous devez le taper, bien sûr, dans le champ d'URL de votre navigateur web ou plus simplement, vous pouvez taper portail RP dans Google et un des premiers résultats de votre recherche, ça sera le portail de la résidence permanente ou portail RP. Alors, une fois rendu sur la page du portail, vous reconnaîtrez cette page grâce à son titre, mais aussi à sa description. Et vers le bas de la page, vous pourrez vous connecter à votre compte ou encore, réinitialiser votre mot de passe si vous avez déjà un compte, mais que vous avez oublié votre mot de passe. Mais si vous n'avez pas encore créé de compte, utilisateur, dans le portail RP, vous pouvez aussi le faire à partir de cette page en, faisant défiler vers, tout en bas de la page. Alors avant d'expliquer en détail comment créer un compte utilisateur dans le portail, on va parler de comment procéder quand votre CEP a plusieurs membres du personnel ou bénévoles qui travaillent sur les dossiers de demande de parrainage. Alors, votre organisme pourrait avoir plus d'une personne citée au dossier d'IRCC en tant que point de contact ou personne ressource principale. Ces personnes dont le nom et les coordonnées figurent dans les dossiers d'IRCC pour votre CEP ont peut-être déjà envoyé des demandes à IRCC par courriel avant le 1er janvier 2024. Alors, il pourrait sembler logique et plus facile de demander à chacune de ces personnes de créer leur propre compte de répondant principal dans le portail RP. La notion de répondant principal, faites-y attention, elle est très importante, on va y revenir souvent. En bref, le répondant principal dans le portail RP est la personne et le membre du groupe de parrainage qui commence la demande dans le portail. Chaque CEP doit avoir un compte de répondant principal pour pouvoir commencer et soumettre des demandes de parrainage de réfugiés par l'entremise du portail. Toutefois, on ne recommande pas de créer plusieurs comptes utilisateurs de répondant principal pour un CEP parce que si vous créez plusieurs comptes, il deviendra plus difficile de faire un suivi de toutes les demandes de votre CEP, dans le portail en ligne, puisque vous ne trouverez pas de liste commune de toutes ces demandes. Et de plus, IRCC préfère que vous choisissiez une seule adresse de courriel pour créer le compte utilisateur de répondant principal de votre CEP dans le portail. Alors, on va voir un exemple ensemble pour que ça soit un peu plus concret. Alors, notre CEP fictif est un CEP national et il a 2 points de contact principaux dans les dossiers d'IRCC qui s'appellent Hassan Diop et Gabriel Dumont. Alors, Hassan est responsable des demandes de parrainage privées de réfugiés dans l'Ouest canadien, alors que Gabriel est responsable de la soumission des demandes de parrainage de réfugiés en Ontario. Alors, supposons que Hassan et Gabriel aient chacun créé leur propre compte de répondant principal dans le portail à l'aide de leur propre adresse de courriel. Dans ce cas-là, Hassan ne serait en mesure de voir que les demandes qu'il a amorcées lui-même et de même, Gabriel ne serait en mesure de voir que les demandes qu'elle a amorcées dans le portail. En général, ça pourrait aller à condition d'avoir un système, extérieur au portail qui vous permet de faire le suivi de toutes les demandes. Mais le problème survient lorsque Hassan doit travailler sur une demande qui a été commencée par Gabrielle dans son compte à elle, hem et Hassan doit travailler sur cette demande parce que Gabrielle est partie en vacances. Normalement, Hassan ne pourrait voir et modifier, uniquement, les demandes qu'il a commencées dans son propre compte d'utilisateur. Alors si Gabriel part en vacances, mais qu'Hassan doit, obligatoirement travailler sur une demande que Gabriel avait commencée, il ne sera pas en mesure de voir cette demande parce qu'elle a été, créée avec un autre compte de répondant principal. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser un seul compte de répondant principal qui sera partagé par plusieurs personnes travaillant pour le CEP. Donc par toutes les personnes qui, travaillent sur les dossiers de demande de parrainage de ce CEP-là.
Alors, le fait d'avoir un seul compte de répondant principal permettra à toutes les personnes concernées, dans le CEP de voir et de, travailler sur toutes les demandes amorcées dans le portail par le CEP. On déconseille également d'utiliser des adresses de courriel personnelles pour créer ce compte de répondant principal. C'est parce que vous ne pourrez plus changer l'adresse de courriel associée avec le compte de répondant principal de votre CEP si, la personne, qui avait créé le compte et dont l'adresse a été utilisée pour créer le compte de répondant principal cessait de travailler ou d'être bénévole, pour votre organisme. Par conséquent, si une fois que cette personne, part, vous ne serez plus en mesure d'accéder aux demandes, en cours qui n'avaient pas encore été soumises, avant son départ et qui avaient été créées, hem, au moyen du, compte de répondant principal associé avec l'adresse personnelle, de courriel de cette personne. On recommande donc plutôt d'utiliser une adresse de courriel partagée, pour créer le compte répondant principal et cette adresse de courriel doit avoir été partagée avec IRCC en tant que contact principal. Alors on vous recommande d'utiliser, une adresse, assez générique du genre parrainage, @cep.org comme vous le voyez à l'écran, heu, qui pourra servir à toutes les activités de parrainage, de votre CEP. Et auxquelles, pourront accéder toutes les personnes qui, constituent les dossiers de demande de parrainage, dans votre CEP. Alors, lorsque plusieurs membres de l'équipe d'un CEP accèdent au portail RP au moyen de l'unique compte de répondant principal du CEP, les identifiants de connexion du portail devront être partagés avec tous les membres du personnel, donc avec toutes les personnes qui peuvent accéder, à ce compte répondant principal et même avec certains bénévoles, selon, la structure de votre CEP et les gens qui y travaillent. Donc n'importe quelle personne qui aide à préparer le dossier de demande, pourrait, accéder à ces identifiants de connexion, heu, associés au compte, de répondant principal de votre CEP. Il se pourrait également que plusieurs personnes se connectent en même temps au portail au moyen de l'unique compte de répondant principal et c'est possible de se connecter, en même temps au moyen du même compte de répondant principal. Mais par contre, faites attention, si plusieurs personnes travaillent en même temps sur une même demande, il se pourrait que les données ne soient pas enregistrées correctement. Il se pourrait que, le travail d'une personne efface le travail d'une autre. Alors on recommande de veiller à ce qu'une seule personne travaille sur une demande particulière à la fois. Dans certains organismes, on recommande même de préparer un calendrier d'accès au portail pour que différents membres de l'équipe se connectent au portail à différents moments, aux différentes journées, par exemple, de la semaine, pour s'assurer que les données saisies seront enregistrées correctement et pour éviter de perdre des données. Alors, vous pouvez mettre un système en place, qui vous permettra de vous assurer qu'il n'y ait pas 2 personnes qui travaillent sur la même demande en même temps et que tout le monde soit au courant de qui utilise, le portail, à quel moment et pour travailler sur quelle demande. Alors, lorsqu'un membre du personnel ou un bénévole, quitte le CEP, on recommande de changer le mot de passe du compte, de répondant principal qui avait été partagé avec cette personne par mesure de sécurité et sachez aussi que chaque personne qui a accès au compte de répondant principal de votre CEP pourra inviter des membres du groupe qui participeront à la demande. Ces personnes pourront aussi inviter le demandeur principal réfugié si c'est convenable. On reviendra sur ce point dans quelques instants. Les membres du groupe qui ont été invités à la demande, c'est-à-dire qui ne l'ont pas commencé, et le demandeur principal réfugié ne pourront accéder qu'aux demandes auxquelles ils ont été invités. Si un CEP a des bénévoles qui travaillent sur les demandes de parrainage, mais que les responsables du CEP, estiment qu'il n'est pas souhaitable de permettre, aux bénévoles de soumettre une demande ou d'inviter d'autres personnes à la demande même, il faudrait éviter de partager les identifiants de connexion du compte de répondant principal avec ces bénévoles.
Alors, ce qu'on recommande de faire dans ces cas-là, si vous voulez, permettre aux bénévoles de travailler sur la demande, sans, avoir la possibilité de commencer une demande ou d'inviter des gens ou de soumettre la demande, on recommande de créer un compte d'utilisateur temporaire, dont pourraient se servir les bénévoles pour travailler sur les demandes auxquelles, ils ou elles ont été invités. Alors, ces personnes pourront accéder au portail pour aider à remplir, des formulaires et à téléverser, des documents, mais, ils ne pourront pas, soumettre des demandes, ni inviter, d'autres participants et il faudra, vous souvenir de supprimer, ces personnes de la demande avant de la soumettre. Mais, rassurez-vous, tous les renseignements saisis par le bénévole, ainsi que tous les documents, qu'il ou elle a téléversés dans le portail, resteront dans le portail, même une fois que vous aurez effacé, que vous aurez supprimé, le compte de cette personne de la demande. Alors après ces conseils préliminaires à déterminer avant de créer un compte dans le portail, on va maintenant voir comment créer un compte utilisateur de répondant principal dans le portail ERP. Alors, le répondant principal est le seul compte utilisateur qui permet de commencer des demandes de parrainage, d'inviter d'autres personnes à participer à la demande dans le portail et de soumettre la demande lorsqu'elle est prête, comme on l'a déjà évoqué dans les diapositives précédentes. Alors, pour créer un nouveau compte utilisateur de répondant principal, vous devez utiliser une adresse de courriel valide qui sera associée à votre compte utilisateur dans le portail RP. Assurez-vous, bien sûr, d'utiliser une adresse de courriel que vous vérifiez régulièrement. Alors, à titre de rappel, les signataires d'entente de parrainage devraient créer un seul compte de répondant principal pour tout leur CEP et pour toutes les demandes soumises par leur CEP. L'adresse de courriel utilisée pour créer ce compte devrait correspondre à celle qui se trouve dans les dossiers d'IRCC pour le point de contact principal de votre CEP. Et l'adresse de courriel utilisée par le CEP ne devrait pas être une adresse personnelle d'un employé ou d'un bénévole, mais devrait plutôt être une adresse générale de l'organisme qui sera réservée à la communication concernant les activités de parrainage de réfugiés de l'organisme. Encore une fois, à titre de rappel. Et on va partager une autre pratique exemplaire pour assurer la sécurité de votre compte. On recommande d'utiliser une adresse de courriel qui ne peut pas être copiée ni devinée facilement, qui comprend par exemple une série aléatoire de chiffres et de lettres comme celle que vous voyez à l'écran, pour bien, ajouter une couche de sécurité et empêcher que d'autres personnes, se rendent dans votre compte dans le portail, pour y effectuer, des activités néfastes. Mais faites attention au moment de créer votre compte, le compte de répondant principal de votre CEP. L'adresse de courriel que vous allez utiliser pour créer ce compte ne pourra plus être changée une fois que le compte aura été créé. C'est pour ça qu'on déconseille d'utiliser l'adresse personnelle d'un membre du personnel ou d'un bénévole en particulier, parce que vous ne pourrez plus accéder au compte si cette personne ne travaille plus pour votre CEP et que vous ne pouvez plus, accéder, à son adresse de courriel. Alors une fois que vous aurez saisi l'adresse de courriel qui sera associée au compte de répondant principal dans le portail, vous devrez ensuite choisir un mot de passe qui comporte une combinaison unique de lettres, de chiffres et de caractères. Si votre mot de passe ne répond pas à un des 6 paramètres énumérés sur cette page, le critère manquant ne sera pas précédé d'une coche verte, alors vous saurez exactement quel est le problème avec votre mot de passe. Alors, dans notre exemple, il manque des caractères spéciaux dans le mot de passe. Alors, on va corriger le mot de passe et une fois qu'on aura créé un mot de passe qui répond à tous ces critères, à tous les critères énumérés en dessous des champs de mot de passe, on pourra cliquer sur la petite boîte bleue, au bas de la page, pour cocher et indiquer qu'on a lu et qu'on accepte les conditions d'utilisation
et les politiques de confidentialité. Et une fois qu'on aura cliqué, qu'on aura coché, la boîte, on pourra cliquer sur le bouton «Créer un compte» pour, passer à la prochaine étape de la création du compte. Alors une fois qu'on aura, fini la première étape de création du compte, on va recevoir un courriel qui contient un code de vérification unique. Si vous ne trouvez pas, ce courriel dans votre boîte de réception, allez voir dans votre dossier de courriel, il se pourrait que le courriel s'y soit rendu. Et une fois que vous aurez reçu le courriel, vous devrez saisir le code qui se trouve dans ce courriel, dans le champ pertinent, de la page de création, du compte utilisateur, de répondant principal dans le portail, pour terminer l'inscription de votre compte. Et une fois que vous aurez saisi le code de vérification, vous pourrez bien sûr cliquer sur le bouton, au bas de la page pour compléter l'inscription. Et une fois que vous aurez, terminé de compléter, l'inscription, si vous avez saisi le code correctement, vous verrez une, confirmation de la création, du compte dans une boîte verte, dans une bannière verte tout en haut de la page. Hem Ça confirme que vous avez créé votre compte avec succès et votre compte utilisateur sera alors prêt. Vous pourrez, utiliser l'adresse de courriel, et le mot de passe, dont, vous vous êtes servi pour créer le compte pour, connecter au portail RP. Alors, on a terminé la première étape de la création d'une, demande de parrainage de réfugiés dans le portail RP. C'était la création de votre compte de répondant principal dans le portail. On va maintenant voir comment vous pouvez vous connecter au portail, une fois que vous aurez déjà créé votre compte. Alors, je vous rappelle que pour accéder au portail RP, vous pouvez soit taper l'adresse du portail dans votre navigateur web, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, ou plus simplement, vous pouvez taper portail RP dans Google. Ça vous permettra également de trouver la page du portail en ligne. Lorsque vous serez rendu dans le site du portail RP, vous pourrez ouvrir une session en saisissant l'adresse de courriel liée au compte et le mot de passe. Et puis, vous pourrez cliquer sur le bouton pour ouvrir la session et là, on sera rendu, à l'intérieur du portail, dans la page d'accueil du portail. On saura qu'on est bien connecté, à notre compte de répondant principal parce que près du coin supérieur droit de la page, dans la page d'accueil, du portail, on verra notre adresse de courriel ainsi que l'option de fermeture de la session. Alors là, on a déjà franchi 2 étapes. On a vu comment créer un compte, on a vu comment ouvrir une session dans le portail. On va maintenant voir comment amorcer une demande dans le portail. Alors, dans la page d'accueil du portail où nous nous trouvons en ce moment, vous devrez faire défiler jusqu'au bas, de la page, jusqu'à cette section qu'on voit maintenant. Alors, vous pouvez ignorer le texte qui se trouve du côté droit de la page parce qu'il s'applique aux personnes qui se trouvent déjà au Canada et qui veulent soumettre une demande pour leur carte de résident permanent ou leur titre de voyage, de résident permanent ou renouveler ou remplacer ces cartes. C'est plutôt du côté gauche, que vous devez vous rendre, pour commencer une nouvelle demande ou pour consulter, vos demandes, déjà en cours. On vous rappelle que la seule personne qui pourra cliquer sur le bouton, «Commencer une nouvelle demande», c'est le répondant principal parce que c'est cet utilisateur-là qui est, autorisé à amorcer une demande. Tous les autres membres du groupe qui ont été invités à se joindre à une demande dans le portail doivent cliquer sur «Consulter ma demande de résidence permanente». Alors, avant de voir comment un répondant principal commence une, nouvelle demande, on va voir à quoi ressemble la liste des demandes de résidence permanente une fois qu'ils ont été créés dans le portail. Ça vous permettra de mieux comprendre pourquoi on vous demande certains renseignements au moment de créer la demande. Alors,
Sur cette diapo, on voit une liste plusieurs demandes associées à un même compte utilisateur. J'aimerais attirer votre attention sur certains éléments sur cette liste. Alors, premièrement, si vous êtes le répondant principal, vous verrez une liste de toutes les demandes que vous avez commencées, ainsi que possiblement les demandes auxquelles vous avez été invité. Mais si par contre, vous étiez plutôt un membre d'un groupe qui a été invité à une seule demande, par exemple, si vous êtes un partenaire de parrainage ou co-répondant d'un CEP ou un représentant d'un groupe constitutif d'un CEP, vous ne verriez que la demande à laquelle vous avez été invité dans votre liste. Mais si vous avez été invité à plusieurs demandes ou si vous avez commencé plusieurs demandes, vous verriez toutes les demandes dans lesquelles vous êtes impliqué, à condition d'avoir utilisé la même adresse de courriel pour chacune de ces demandes. Alors, on va maintenant voir certains renseignements qui, sont importants, qui se trouvent dans cette liste, des demandes. Alors, dans la première colonne, vous trouverez le nom de la demande. Ce nom, sera choisi au moment d'amorcer la demande, on va le voir dans quelques instants et ce nom n'a aucune valeur officielle auprès, d'IRCC. C'est un nom qui sert uniquement à vous aider à retrouver, heu, une demande particulière parmi toutes les demandes dans votre liste. Alors choisissez un nom qui vous aidera à retrouver la demande, facilement. Alors, on vous propose un exemple de convention de dénomination des demandes dans le portail. Hem, Par exemple, vous pourriez mettre, le nom de famille du demandeur principal réfugié en majuscule, suivi de son prénom et de sa date de naissance. Alors, c'est quelque chose qui pourra vous aider à retrouver la demande facilement. Mais pour les signataires d'entente de parrainage, si vous collaborez avec des groupes constitutifs ou des partenaires de parrainage, on vous recommande aussi de mettre le nom du groupe constitutif ou du partenaire de parrainage dans le titre de la demande, encore une fois, pour vous aider à retrouver la demande plus facilement. Si vous avez déjà un système interne de numérotation des demandes, vous pouvez également, ajouter le numéro unique, attribué à la demande. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel élément, de votre système actuellement de gestion des demandes, et le mettre dans le nom de la demande dans le portail. Encore une fois, ça ne sert qu'à vous aider à retrouver, la demande parmi toutes les demandes, dans votre, dans v associées avec votre compte, dans le portail. Une fois que la demande, aura été soumise, vous verrez un lien en dessous du nom de la demande qui permet de télécharger, la demande complète en tant que, fichier, zip et vous verrez ce lien dans, la 1re colonne, celle du nom de la demande. Dans la deuxième colonne, c'est le programme d'immigration qui est identifié. Pour les demandes de parrainage privé de réfugiés, l'étiquette sera toujours réfugié. Si jamais vous aviez, soumis une demande, par exemple de regroupement familial à l'aide du même compte, de répondant, principal, hem, cette demande-là se trouverait également dans la liste, mais l'étiquette du programme serait famille. La prochaine colonne est la colonne de la catégorie qui indique le type de demande, à savoir si c'est une demande soumise par un groupe de 5, un répondant communautaire ou un signataire d'entente de parrainage. Et la colonne suivante indique la date à laquelle les demandes terminées ont été soumises. La colonne de statut indique le progrès de la demande dans le portail, c'est-à-dire qu'une demande qui a été commencée déjà dans le portail et qui est toujours en cours de préparation, qui n'a pas encore été soumise à IRCC, apparaîtra en jaune orangé avec la mention en cours. Une demande qui a déjà été soumise à IRCC apparaîtra en vert avec la mention soumis et les demandes qui avaient été soumises à IRCC mais ont été retournées parce qu'il manquait des éléments ou des renseignements, euh, ces demandes-là seront signalées par un bouton rouge avec la mention retourner. Et dans la dernière colonne, la colonne des actions, vous pourrez cliquer sur le bouton «Visualiser», pour ouvrir la demande et la modifier si vous ne l'avez pas encore soumise.
Et à côté du bouton «Visualiser», vous trouverez le bouton de la poubelle pour, supprimer les demandes. Alors si vous êtes le répondant principal ou si vous avez ouvert une session, dans le portail au moyen du, compte de répondant principal de votre CEP, lorsque vous cliquez sur le bouton de suppression, ça efface la demande au complet, ça efface toutes les informations liées à cette demande. Mais si par contre, vous êtes un membre, qui a été invité à la demande, vous êtes un partenaire de parrainage d'un CEP ou, vous faites partie d'un groupe constitutif d'un CEP, vous ne pourrez pas, supprimer la demande, vous n'aurez pas, ce bouton-là. Si vous souhaitez, supprimer une demande ou vous retirer, d'une demande, vous devrez en parler au répondant principal qui, est la seule le seul utilisateur qui a la possibilité, d'effacer des demandes ou de supprimer des membres du groupe. Alors après avoir fait, ce survol, des informations, sauvegardées, dans la liste, des demandes dans le portail, on va maintenant revenir à la question de comment le répondant principal commence une demande. Alors, si vous vous souvenez bien, on était dans la page d'accueil à l'intérieur du portail et pour amorcer, une demande, on a 2 choix. Hem Encore une fois, je vous rappelle que seul le répondant principal, peut, cliquer sur le bouton «Commencer une nouvelle demande». Alors pour commencer une nouvelle demande, il y a soit, une option qu'on n'a pas vue tout à l'heure, qui est de, d'aller dans le menu, au haut de la page, le menu de demande de résidence permanente et de cliquer sur le choix «Commencer une nouvelle demande». Et la deuxième possibilité, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. On peut faire défiler vers le bas de la page d'accueil de, du portail et on trouvera un autre bouton qui dit «Commencer une nouvelle demande» et on peut cliquer dessus et peu importe la voie que vous choisissez, le résultat sera le même. Une demande, sera commencée une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton. Alors, il y a certains renseignements qu'il faut, saisir afin de commencer une demande dans le portail pour que le système puisse générer le bon type de demande. Vous devez d'abord identifier le type de demande que vous souhaitez créer. Ça signifie que, vous devez, indiquer, dans quel programme se trouve, la demande que vous souhaitez, amorcer. Alors, gardez à l'esprit que le portail est utilisé pour plusieurs volets d'immigration. Alors, il faut identifier la demande comme étant une demande du programme de parrainage privé de réfugiés et il faut aussi signaler le type de groupe de parrainage pour que le système fasse apparaître les formulaires appropriés. Alors pour ce faire, cliquez d'abord dans le premier menu déroulant «Choisissez réfugié» heu, pour la question sur le programme pour lequel vous soumettez une demande. Puis dans le deuxième menu qui vous demande la catégorie pour laquelle vous présentez une demande, choisissez le programme de parrainage privé de réfugiés. Et dans le troisième menu qui vous demande le type de groupe de parrainage, choisissez le type de groupe de parrainage approprié. Pour la démonstration, on va choisir groupe de 5, mais puisque vous êtes destinataire d'entente de parrainage, vous allez choisir, le la bonne option en conséquence. Et ensuite, vous allez saisir le nom de la demande. Alors le nom de la demande, on a vu, c'est ce qui apparaît dans la première colonne de la liste des demandes, une fois qu'elles ont été créées dans le portail. Alors je vous rappelle tout simplement de choisir un nom qui vous permettra d'identifier la demande plus facilement et gardez à l'esprit, également qu'une fois, que vous aurez commencé la demande, vous ne pourrez plus changer le nom de cette demande. Finalement, une fois que vous aurez, indiqué, dans quel programme, vous allez soumettre la demande et que vous avez mis le nom de la demande, vous pouvez cliquer sur le bouton «Continuer» pour passer à la prochaine étape. Donc la demande est commencée, mais maintenant vous devez mettre, des renseignements sur le répondant principal et j'insiste sur le fait que c'est des renseignements sur le répondant principal. Le répondant principal, ça n'est pas la personne qui se fait parrainer,
La personne qui se fait parrainer est le demandeur principal, mais le répondant principal est le membre du groupe de parrainage qui amorce la demande dans le portail. Alors, pour commencer une demande, il faut d'abord saisir hem, le nom du répondant principal. Tous les champs qui sont précédés d'une astérisque rouge sont obligatoires, ce qui signifie que vous devez saisir quelque chose dans le champ en question. Alors, vous devez au minimum saisir un nom de famille pour le répondant principal. Pour les signataires d'entente de parrainage, vous devriez saisir le nom de la personne ressource ou du point de contact principal pour la communication avec IRCC selon les renseignements qui se trouvent dans les dossiers d'IRCC. Et lorsque vous cliquez sur le bouton «Continuer», vous verrez, une bannière verte tout en haut de la page qui indique que vous avez créé une demande avec succès. À ce stade-ci, vous avez le choix. Vous pouvez fermer la session dans le portail, si vous le souhaitez et vous pouvez revenir plus tard pour continuer à travailler sur votre demande à un autre moment ou vous pouvez, continuer, à travailler, sur la demande tout de suite. Mais disons on veut s'arrêter, on peut fermer la session et y revenir plus tard et une fois que vous aurez, accédé au portail et ouvert une session à l'aide de votre compte répondant principal, pour continuer à travailler sur une demande, vous pouvez aller dans le menu, du haut de la page, le menu de demande de résidence permanente et là, vous allez choisir l'option «Voir mes demandes». Et là, on voit à nouveau la liste des demandes qui ont été créées dans le portail et on voit que la demande qu'on vient de créer se trouve dans la liste. C'est celle qui se trouve au bas de l'écran à côté de la flèche verte. Et pour continuer à travailler sur cette demande, on va cliquer sur le bouton Visualiser. Alors, une fois qu'une demande a été commencée dans le portail, elle est divisée en trois parties. Il y a trois pages entre guillemets, pour chaque demande ou 3 onglets. Alors je voudrais, attirer votre attention sur les 3 onglets qui se trouvent dans le coin supérieur droit de la page. Ils représentent les 3 parties de la demande, à savoir le profil du DP ou du demandeur principal, la page de gestion des membres du groupe et la page de la demande en tant que telle. Alors, il faut d'abord commencer par remplir le profil du demandeur principal réfugié. On va saisir certains renseignements comme la langue de correspondance préférée du demandeur principal réfugié, son nom complet et sa date de naissance. Ensuite, il y a des champs pour l'adresse postale actuelle et l'option d'indiquer que l'adresse du domicile est la même que l'adresse postale. Si elle ne l'est pas, il faudrait aussi saisir les détails de l'adresse résidentielle actuelle du demandeur principal. Et puis, vous avez ensuite la possibilité d'ajouter des personnes, à la charge du demandeur principal. Alors pour ce faire, vous pouvez, cliquer sur le bouton «Ajouter une personne à charge» et une nouvelle boîte va apparaître où vous pourrez saisir les renseignements de la personne à charge. Et lorsque vous aurez saisi, ces renseignements, le bouton de sauvegarde deviendra actif, au bas de la boîte avec les renseignements de de la personne à charge. Alors vous pouvez cliquer dessus pour enregistrer les informations de cette personne à charge et sur la page suivante, vous verrez qu'une personne à charge a bel et bien été ajoutée. Vous verrez, ces renseignements et vous pourrez, modifier les renseignements sur la personne à charge au besoin. Vous pourrez même supprimer cette personne à charge, si vous devez le faire, à un moment ultérieur. Vous pouvez aussi, à partir, de cette page, ajouter d'autres personnes à charge. Vous pouvez aussi le faire, à un stade ultérieur. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les renseignements de toutes les personnes à charge tout de suite, si vous ne les avez pas. Alors, on va cliquer sur «Enregistrer et continuer», pour pouvoir passer à la prochaine étape. Alors, une fois qu'on a rempli, le profil du demandeur principal, on va maintenant passer à la page des membres du groupe pour inviter d'autres personnes, à la demande.
Alors, on va commencer par ajouter d'autres membres du groupe de parrainage, c'est-à-dire d'autres répondants. Il faut ajouter les signataires à la demande. Alors, pour un CEP, vous pourrez inviter des membres d'un groupe constitutif ou des partenaires de parrainage, qu'on appelle aussi des co-répondants, selon vos habitudes et la demande en question. Alors, pour ce faire, cliquez sur le bouton «Inviter un autre répondant». Ça vous amènera à une page où vous pourrez saisir les renseignements des autres répondants, c'est-à-dire les autres signataires de la demande ou les autres membres officiels du groupe de parrainage. Si votre CEP a des bénévoles qui ne font pas officiellement partie du groupe de parrainage, c'est-à-dire qui ne signent pas la demande de parrainage et que leur nom n'apparaît pas dans le dossier de demande de parrainage, mais qui aident tout de même à remplir la demande, vous voudrez peut-être créer un compte qui leur donnera un accès temporaire à la demande. Alors pour ce faire, donnez un nom générique aux membres du groupe qui vous permettra de l'identifier facilement dans le portail en tant que membre temporaire. Alors, par exemple, dans le champ du nom de famille, vous pouvez mettre membre temporaire, comme vous le voyez à l'écran, et bénévole dans le champ du prénom. Donc, ça vous aidera à vous souvenir que vous devez supprimer ce membre du groupe de parrainage avant de soumettre la demande à IRCC. Vous pouvez aussi créer une adresse de courriel réservée à vos bénévoles, que vous utiliserez pour toutes les personnes, à qui vous voulez accorder un accès temporaire au portail. Pour inviter un membre officiel du groupe, c'est-à-dire un signataire, dont le nom figure dans la demande de parrainage, à la demande, il suffit de saisir leurs renseignements dans le formulaire, puis de cliquer sur le bouton «Envoyer l'invitation» au bas de la page. La personne qu'on invite ici, comme vous pouvez le voir, s'appelle Amélie Dubois. Une fois que vous aurez envoyé l'invitation, plutôt à un autre membre du groupe, cette personne recevra un courriel automatique, envoyé par le système du portail. Cette personne, devra accéder, si elle le souhaite, au portail à l'aide du lien qui se trouve dans le courriel. Elle devra ouvrir une session, dans le portail à l'aide de l'adresse de courriel à laquelle elle a reçu l'invitation et au moyen du mot de passe temporaire, qui se trouve dans ce courriel automatique. Alors, vous voyez ici que la personne qu'on vient d'ajouter à la demande se trouve maintenant dans la page des membres du groupe. Les renseignements de chaque personne invitée apparaîtront comme des blocs distincts. Alors, dans cette page, on voit d'abord le bloc du répondant principal qui s'appelle Joël Dubois, qui est la personne ressource du CEP, d'après les dossiers de l'IRCC pour ce CEP-là. Et on voit aussi une partenaire de parrainage qui a été invitée à la demande qui s'appelle Amélie Dubois. Si vous devez retirer un membre du groupe pour une raison quelconque, vous pouvez le faire à partir de cette page, mais seulement avant de soumettre la demande. Parce qu'une fois qu'une demande a été soumise, vous devrez communiquer avec IRCC à l'extérieur du portail pour remplacer un membre du groupe. Vous avez aussi, à partir de cette page, la possibilité de renvoyer le mot de passe temporaire à un membre du groupe, invité, si le mot de passe qui leur avait été, envoyé au moment de les inviter, est expiré, ce qui se produit 30 jours après l'envoi du courriel d'invitation. Les membres du groupe, invité peuvent cliquer sur le bouton «Plus de détails» de leur bloc d'informations pour accéder, à leurs propres, renseignements. Ils ne peuvent pas, par contre, accéder aux renseignements protégés des autres membres du groupe. C'est donc dans cette partie protégée qu'il faut téléverser les documents qui comportent des renseignements délicats. Seule la personne invitée et le répondant principal pourront consulter les documents téléversés dans cette partie du portail. Alors, le répondant principal est autorisé à voir les renseignements protégés de chaque personne qu'il ou elle a invité à la demande parce qu'il doit vérifier que tous les bons renseignements et tous les bons documents ont été téléversés dans le portail avant de soumettre la demande.
Alors, vous voyez à l'écran les documents qui peuvent être téléversés dans cette section protégée par un répondant invité par un CEP, donc par exemple le représentant d'un groupe constitutif ou un partenaire de parrainage ou co-répondant, comme on l'a vu. Ces documents sont le formulaire de l'évaluation du répondant, la preuve de statut au Canada, la preuve de fonds pour les répondants qui contribuent financièrement au parrainage et il y a également une catégorie pour les autres documents pertinents. Remarquez qu'aucun de ces documents n'est précédé d'une astérisque rouge. C'est parce qu'ils ne sont obligatoires que pour certains signataires d'une demande de parrainage, mais pas forcément tous. Alors, par exemple, un partenaire de parrainage d'un CEP du plan C de gestion des risques qui contribue financièrement au parrainage doit obligatoirement soumettre une preuve de fonds. Mais un partenaire de parrainage d'un CEP du plan A ou B n'est pas obligé de soumettre une preuve de fonds au moment de présenter la demande. La preuve de fonds n'est donc pas signalée comme étant obligatoire parce que le portail ne distingue pas entre les CEP de différents plans de gestion des risques, euh, mais la preuve de fonds est obligatoire pour certains partenaires de parrainage, même s'il n'est pas signalé comme étant obligatoire dans le portail. Alors, consultez bien le guide de demande de parrainage à l'intention des CEP au moment de préparer le dossier et ne vous fiez pas trop à ce qui est indiqué comme étant obligatoire ou non dans le portail, parce que certains documents et formulaires qui pourraient sembler facultatifs pourraient en réalité être obligatoires pour votre type de groupe de parrainage. Alors, pour téléverser un document dans cette section protégée, il suffit de cliquer sur le gros bouton bleu qui dit «Télécharger» dans la rangée du type de document que vous voulez téléverser ou ajouter dans le portail. Ici, on ajoute le formulaire de profil financier d'Amélie parce qu'elle contribue financièrement au parrainage. Sachez qu'il y a certaines exigences auxquelles devront se conformer les documents que vous allez téléverser dans le portail et vous devrez aussi suivre certaines conventions d'appellation ou de dénomination des fichiers. Alors, je vais interrompre cette démonstration de l'ajout des membres à la demande pour parler de ces exigences et conventions avant de poursuivre. Alors, ces exigences concernent les types de fichiers acceptés, la taille des fichiers, les conventions d'appellation des fichiers et les caractères acceptés dans les noms des fichiers. Alors, les types de fichiers acceptés sont les fichiers au format PDF ou des images au format JPG, JPEG ou PNG, ou encore des documents au format doc ou docx. La taille maximale du fichier ne doit pas dépasser 4 mégaoctets. Un message d'erreur apparaîtra d'ailleurs dans le portail si votre fichier est trop grand. Et si vous téléversez des images, elles doivent avoir une résolution minimale de 420 par 540 pixels. En ce qui concerne la convention d'appellation des fichiers, vous devrez suivre le modèle suivant. Alors, il faut mettre le nom de famille, tiret, prénom, tiret, type de document, tiret, numéro du document, mais le numéro du document, c'est seulement si vous téléversez plusieurs documents du même type. Et finalement, en ce qui concerne les caractères acceptés dans les noms de fichiers, vous ne pouvez utiliser que des lettres majuscules ou minuscules, des chiffres, des traits de soulignement, des tirets ou des points. Alors, un détail très important, c'est que vous ne pouvez pas utiliser d'accent parce qu'ils ne seront pas acceptés. Alors, n'utilisez que des lettres sans accent. Alors, si le nom du document ou le nom de la personne en question a des accents, mettez plutôt la version sans accent des lettres. Alors, voici un exemple pour mieux comprendre la convention pardon, d'appellation des fichiers. En utilisant un demandeur principal fictif, ainsi que donc son épouse, son enfant à charge et un groupe de répondants qui est bien sûr également fictif. Alors si, par exemple, le demandeur principal voulait joindre des documents appuyant son niveau d'études, comme un diplôme et un certificat,
Ces documents pourraient être enregistrés en tant que deux documents distincts, comme on le voit à l'écran en ce moment, qui auraient le même nom, à l'exception d'un chiffre pour indiquer la séquence. Ou vous pouvez également fusionner les documents en un seul PDF dont la taille est inférieure à 4 mégaoctets. Et d'ailleurs, IRCC préfère cette deuxième option. IRCC préfère que vous fusionniez deux documents du même type. Ça rendra la vie un peu plus facile aux agents. Pour les photos des membres de la famille, c'est le même principe. Vous pourriez téléverser une photo de chaque membre de la famille séparément. Le nom du fichier indiquerait alors le nom de la personne en question qui se trouve sur la photo. Alors, par exemple, voici à l'écran comment vous pourriez nommer les fichiers des photos du demandeur principal, de son épouse et de leur enfant. Mais là encore, vous avez aussi la possibilité de fusionner toutes les photos des membres de la famille en un seul fichier PDF dont la taille est inférieure à 4 mégaoctets. Et encore une fois, c'est ce que préfère IRCC. Et dans ce cas-ci, si vous fusionnez toutes les photos, vous nommeriez le fichier à l'aide du nom et du prénom du demandeur principal seulement et de l'étiquette photo pour indiquer de quoi il s'agit. En ce qui concerne les formulaires et documents justificatifs, il faut choisir des noms qui indiquent clairement le document dont il s'agit. Alors, par exemple, pour l'annexe 2 du demandeur principal, vous allez mettre le nom et le prénom du demandeur principal, comme on l'a vu, puis une version abrégée du titre du formulaire. Donc ici, on a mis annexe 2, c'est assez court. Il en va de même pour le document de détermination de statut de réfugié ou DSR. Mettez le nom et le prénom du demandeur principal et mettez DSR pour le type de document. C'est le même principe pour la déclaration du demandeur principal. N'oubliez pas de mettre des tirets entre les différents éléments du nom du fichier, par contre, donc entre le nom, prénom et le nom du document. Pour le formulaire de l'engagement de parrainage et plan d'établissement, mettez le nom et le prénom du demandeur principal, puis une forme abrégée du titre. Tout simplement, engagement ferait l'affaire. Et lorsque vous téléversez des documents d'un membre du groupe de parrainage en particulier, mettez le nom du membre plutôt que le nom du demandeur principal, donc le nom du répondant plutôt que le nom du demandeur principal. Alors ça sera le nom et le prénom du répondant en question, puis le titre du document. Par exemple, si plusieurs membres du groupe soumettent des profils financiers, il faudra enregistrer le formulaire de chaque répondant séparément en nommant le répondant en question. Donc ici, vous voyez que Alice et Jean Roy contribuent tous les deux financièrement au parrainage et par conséquent, ils doivent tous les deux soumettre le formulaire du profil financier. Donc, on a bien mis le nom de chacun sur chacun des formulaires pour les distinguer. Et finalement, le même principe s'applique pour les formulaires d'évaluation du répondant et pour les preuves de statut au Canada des membres du groupe de parrainage. Il faut mettre le nom du répondant dans le nom du fichier. Et ici, on a l'évaluation du répondant de Marc Côté. Et remarquez donc qu'on n'a mis aucun accent dans le nom de ce fichier pour que le portail l'accepte. Alors voilà, après ce petit détour, on peut maintenant revenir à comment inviter des membres du groupe au portail. On a en fait déjà vu comment inviter des membres du groupe de parrainage ou des répondants et la section des renseignements protégés de chacun de ces membres du groupe. Vous pouvez également inviter le demandeur principal réfugié au portail. Et pour ce faire, vous le faites à partir de la même page où vous avez invité les autres répondants. Donc, c'est toujours dans la section membres du groupe. Donc, une fois que vous aurez invité les répondants, vous pouvez faire défiler vers le bas de la page pour trouver la section où vous pouvez inviter le demandeur principal réfugié ou son représentant. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'inviter le demandeur réfugié s'il n'a pas accès à Internet ou s'il ne maîtrise pas suffisamment l'anglais ou le français.
Les répondants peuvent donc répondre non à la question de si le demandeur principal pourra signer sa demande numériquement dans le portail. Mais si vous répondez non, sachez que vous devrez alors téléverser une version PDF du formulaire de déclaration signé par le demandeur principal avant de pouvoir soumettre la demande. Si vous invitez un représentant en immigration qui communiquera avec IRCC au nom du demandeur réfugié, vous saisirez leur nom et adresse de courriel et vous devrez indiquer s'il s'agit d'un représentant enregistré ou pas. Alors, les représentants enregistrés sont des représentants rémunérés, comme par exemple des avocats en immigration ou des consultants titulaires d'une licence. Si le représentant du demandeur n'est pas enregistré, on les considère alors comme des représentants non rémunérés. Mais peu importe que le représentant soit rémunéré ou pas, Hem, il devra, s'il représente, le demandeur principal dans les communications avec IRCC, le représentant devra téléverser le formulaire de recours au service d'un représentant pour être, autorisé à communiquer avec IRCC au nom du demandeur principal. Sachez, qu'encore une fois qu'un représentant a été ajouté à la demande, vous ne pourrez plus le supprimer. Il faudra, si vous voulez changer les renseignements, par rapport au représentant du demandeur principal, communiquer avec IRCC à l'extérieur du portail. Alors si vous choisissez «Non» à la question: «Le représentant est-il un représentant enregistré», vous signalez que le représentant ne se fait pas payer pour communiquer avec IRCC au nom du demandeur. Il pourrait donc s'agir d'un membre de la famille au Canada, par exemple. Alors cette personne, une fois que vous l'aurez invitée, recevra un courriel, elle aussi, l'invitant à créer un compte, utilisateur dans le portail RP. Elle aura exactement les mêmes autorisations que le demandeur principal, c'est-à-dire qu'elle pourra voir et remplir les formulaires du demandeur principal réfugié uniquement et téléverser des documents, justificatifs et des formulaires au nom du demandeur réfugié. Par contre, cette personne ne pourra pas voir les renseignements des répondants. Si par contre vous choisissez «oui» à la question: «Le représentant est-il un représentant enregistré?» Heu, ce représentant, rémunéré enregistré recevra une invitation à se joindre à la demande par l'entremise du portail de résidence permanente du représentant, qui est un portail différent de celui dont se servent, les membres du groupe de parrainage. Alors le portail des, représentants rémunérés, est différent de celui dont on fait la visite guidée dans cette séance, mais par contre, il y ressemble beaucoup. Au moment de créer le compte d'utilisateur, dans le portail RP du représentant, le représentant en immigration rémunéré devra fournir son numéro d'identification de membre, le nom de son entreprise ou de son cabinet et le nom de l'organisme de réglementation duquel il ou elle est membre. Une fois qu'il sera connecté au site, il pourra voir, modifier et remplir les formulaires du demandeur réfugié et téléverser, les documents justificatifs et formulaires, du demandeur réfugié. Alors, pour récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu comment accéder au portail, comment créer un compte, de répondant principal, comment commencer une demande? Comment ajouter les informations du demandeur principal? Comment inviter d'autres membres du groupe, y compris, si ça convient, le demandeur principal réfugié? On est donc maintenant prêt à voir comment remplir la demande dans le portail. Alors, au moment de remplir la demande, le répondant principal, tout comme, toutes les autres personnes invitées à la demande, pourra accéder, à la demande pour remplir les formulaires qui sont intégrés dans le portail ou pour téléverser les documents exigés ou les autres formulaires qui ne sont pas encore, intégrés dans la portail dans le portail.
Alors, pour accéder à la section du portail où on constitue le dossier de demande, il faut cliquer sur le menu des demandes dans le coin supérieur droit de la page. Donc, c'est le troisième onglet qui représente la troisième partie de la demande dans le portail. Une fois rendu dans la section des demandes, vous verrez un menu de navigation du côté gauche de la page qui vous permet de passer rapidement d'une section à l'autre de la page. Mais si c'est la première fois que vous vous rendez sur cette page, on vous recommande bien sûr de faire défiler la page manuellement plutôt que de sauter d'une section à l'autre et de prendre le temps de bien lire les renseignements qui sont fournis. Hem et on vous conseille d'accorder une attention particulière à la section avant de commencer votre demande, parce que vous y trouverez des liens pour accéder aux guides pertinents pour votre type de groupe de parrainage et à une liste de contrôle des documents que vous devez joindre à la demande. Un autre point qui est extrêmement important, comme vous le voyez, c'est que vous n'aurez pas à remplir tous les formulaires qui se trouvent, sur cette page. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le portail ERP est utilisé pour presque tous les programmes d'immigration au Canada. Alors, il y a plusieurs formulaires dans cette partie du portail qui concernent d'autres programmes d'immigration qui n'ont rien à voir avec le programme de parrainage privé des réfugiés. Alors, on vous rappelle qu'il est très important de suivre attentivement les consignes des guides et des listes de contrôle vers lesquelles il y a des liens dans le portail pour vous assurer de joindre les formulaires et documents exigés. On va maintenant cliquer sur le menu de gauche pour nous rendre à la section du formulaire IMM 0008, le formulaire de demande générique pour le Canada. Dans cette section de la page, vous voyez que ce formulaire tombe sous la rubrique des formulaires numériques pour les signataires d'entente de parrainage. En ce moment, seuls les formulaires de demande générique pour le Canada, donc l'IMM 0008, et l'annexe A, antécédent déclaration du demandeur principal réfugié, sont intégrés au portail et peuvent être remplis directement dans le portail. Tous les autres formulaires à ce stade-ci doivent être joints à la demande sous forme de PDF, tout comme c'était le cas précédemment. Alors, en dessous de la section des formulaires numériques qu'on a vu tout à l'heure, on trouvera la section des formulaires PDF pour signataires d'entente de parrainage qui affiche l'engagement de parrainage et plan d'établissement du CEP et l'annexe 2 du demandeur principal réfugié. Ces 2 formulaires-là, qui doivent être, joints, sous forme PDF à la demande, peuvent être téléchargés à partir du lien qui se trouve en dessous du code du formulaire. Donc, je rappelle qu'il s'agit de l'engagement de parrainage et plan d'établissement, du CEP et de l'annexe 2, réfugiés hors Canada du demandeur principal, réfugié. Vous devez remplir ces formulaires à l'extérieur du portail, donc au moment de travailler sur eux, vous n'êtes pas obligé d'être connecté au portail. Une fois que ces formulaires auront été remplis et signés et que le fichier aura été nommé conformément aux conventions d'appellation, et aux exigences relatives à la taille des fichiers, vous pouvez cliquer sur le gros bouton bleu qui dit «Télécharger» pour, les téléverser ou les ajouter dans le portail. Et vous cliquerez sur le bouton «Télécharger» dans la rangée, de l'annexe 2 pour téléverser ce formulaire-là de la personne, parrainée et si, dans la famille du demandeur principal, réfugié, il y avait d'autres membres de la famille qui étaient âgés de plus de 18 ans, vous devrez cliquer sur ce même bouton-là pour téléverser, les annexes 2 des autres membres de la famille âgés de plus de 18 ans dans la même rangée. Alors vous pouvez, télécharger plusieurs documents, du même type, dans une rangée. Et on va maintenant, se pencher un peu davantage sur la version numérique du formulaire de demande générique pour le Canada, donc l'IMM 0008 qui est l'un des 2 formulaires, qui sont, intégrés dans le portail. Alors vous verrez tout d'abord, des renseignements qu'il faut lire avant de commencer à remplir le formulaire.
Si c'est un membre du groupe de parrainage qui remplit le formulaire au nom de la personne parrainée, parce que c'est normalement un formulaire que doit remplir la personne parrainée, assurez-vous de bien lire le guide d'instruction pour la demande de résidence permanente du demandeur principal réfugié. Vous trouverez un lien vers ce guide dans le portail et il serait également utile d'avoir des copies des passeports et de la carte d'identité nationale des personnes parrainées ou encore le document de statut de réfugié, si la personne parrainée en a un, parce que vous aurez besoin de certains renseignements qui se trouvent sur ces documents. Alors, ensuite, vous pourrez cliquer sur le bouton Continuer pour commencer à remplir le formulaire. Sur la page suivante, vous trouverez, du côté gauche, un menu qui vous indique dans quelle section du formulaire vous vous trouvez. Vous devrez remplir et enregistrer tous les champs requis d'une section avant de passer à la section suivante et je voudrais attirer, votre attention sur le fait que la question sur la communauté où le demandeur a l'intention de vivre n'est pas signalée comme étant obligatoire dans ce formulaire, mais ça ne signifie pas que vous pouvez la laisser en blanc. Alors, je vous rappelle que le formulaire de demande générique pour le Canada est utilisé pour tous les programmes d'immigration et dans certains programmes, cette question-là n'est pas obligatoire. Par contre, pour les demandeurs du programme de parrainage privé de réfugiés, cette question est obligatoire et il faut y répondre pour éviter que la demande soit retournée par IRCC. C'est pour cela qu'il est important de consulter le guide IMM 6000 à l'intention des demandeurs réfugiés au moment de remplir les formulaires pour ne pas louper des champs qui sont exigés pour les demandes de parrainage privé de réfugiés alors qu'elles ne sont pas signalées comme étant obligatoires dans le portail parce qu'elles ne sont pas obligatoires pour tous les utilisateurs du portail. Une fois que vous aurez, saisi des réponses pour tous les champs obligatoires, vous pouvez cliquer sur «Enregistrer et continuer» et si jamais vous vous rendez compte plus tard que vous n'avez pas rempli des renseignements, qui sont obligatoires pour le programme de parrainage privé des réfugiés, vous pouvez revenir, à n'importe quelle page plus tard. Alors on va maintenant parler de la partie, des coordonnées du formulaire IMM 0008. Cette partie sert à saisir toutes les coordonnées, du demandeur principal réfugié, mais il y a une question en particulier qui pourrait porter à confusion. C'est la question: «Souhaitez-vous que nous vous contactions en utilisant l'adresse électronique utilisée pour ce compte?» La réponse dépend de qui a ouvert la session dans le portail et qui est en train de remplir le formulaire. Si c'est le demandeur réfugié qui a ouvert la session et qui remplit lui-même ou elle-même le formulaire dans le portail, il ou elle peut répondre oui et l'adresse de courriel dont il ou elle s'est servi pour se connecter au portail sera insérée automatiquement dans le formulaire intégré. Mais par contre, si c'est un membre du groupe de parrainage ou un bénévole du CEP ou encore un représentant en immigration qui agit au nom du groupe de parrainage qui a ouvert une session dans le portail et qui répond à cette question, cette personne devra répondre non à cette question, puis elle devra saisir l'adresse de courriel du demandeur principal réfugié. Ce point est très important parce que ce champ est le seul endroit où on peut indiquer à IRCC l'adresse de courriel du demandeur principal réfugié dans le formulaire IMM 0008 intégré dans le portail et cette information est obligatoire. Une fois que vous aurez rempli toutes les sections, toutes les coordonnées, pardon, dans cette section, vous pouvez cliquer sur «Enregistrer et continuer» et quand vous aurez, rempli tous les champs obligatoires signalés par une astérisque rouge, dans toutes les sections, du formulaire, vous verrez une coche verte à côté du nom de la section, comme vous le voyez à l'écran. Mais faites attention, ça ne signifie pas que vous avez rempli tous les renseignements obligatoires pour le programme de parrainage privé des réfugiés. Ça signifie tout simplement que vous avez rempli et enregistré tous les champs signalés par une astérisque rouge.
Une fois que vous aurez, rempli, les sections de l'IMM 008, qui portent sur le demandeur principal réfugié, vous remplirez ensuite la section sur les personnes, à la charge du demandeur principal. Là encore, il est important de lire, les renseignements introductifs. Et si vous n'avez pas encore, déclaré l'époux, conjoint ou, les enfants à charge du demandeur principal, vous devrez cliquer sur le lien qui se trouve à la fin du texte dans, la boîte bleue, pour retourner dans le profil du demandeur principal pour ajouter, des informations de base sur, ces personnes à charge. Vous devez, ajouter ces membres de la famille, au profil du demandeur principal avant de pouvoir, saisir, leurs données personnelles dans la section du formulaire IMM 0008. Chacune de ces personnes apparaîtra dans une liste dans cette section, du formulaire IMM 0008, une fois qu'elle aura été ajoutée au profil du demandeur principal réfugié. Une fois que toutes les données personnelles de chaque personne à charge auront été saisies, la rangée de la personne en question aura un statut de complété, comme vous pouvez le voir à l'écran, et le bouton, remplir et poursuivre la demande deviendra alors actif et il sera possible de cliquer dessus pour, retourner dans la page de navigation de la demande. Alors, verrez maintenant qu'il y a une coche verte, à côté du formulaire IMM 0008 dans le menu de gauche, de la page, de la demande. On vous rappelle que cette coche ne signifie pas nécessairement que vous avez rempli tous les champs obligatoires pour une demande de parrainage privé de réfugiés, mais tout simplement que vous avez rempli tous les champs précédés d'une astérisque rouge, donc qui sont, obligatoires pour tous les utilisateurs du portail. On va maintenant, jeter un coup d'œil rapide à la section des formulaires, de demande supplémentaires. Heu, Juste avant de jeter un coup d'œil, à cette section, donc on ne va pas passer en revue, le formulaire IMM 5669, le formulaire, l'annexe, A, antécédent de déclaration, également à l'intention du demandeur principal. Ce formulaire est également intégré dans le portail. Le principe est le même que celui qu'on a vu pour l'IMM 0008. Pour les formulaires, PDF, on les a vus, tout à l'heure. Donc c'est dans cette section-ci, vous ne verrez que, les formulaires, d'engagement de parrainage et plan d'établissement du CEP et l'annexe 2 du demandeur principal. On va maintenant, donc sauter les formulaires PDF pour voir les formulaires de demande supplémentaires. Alors, vous avez la possibilité de chercher et d'ajouter des formulaires, supplémentaires ici, mais la plupart des formulaires supplémentaires dans le menu déroulant, sont pour d'autres programmes d'immigration. Les formulaires, pardon, qui sont pertinents pour le programme de parrainage privé de réfugiés sont les formulaires, facultatifs, comme celui du recours au service d'un représentant ou celui de désignation, de représentants dans une collectivité d'établissement prévue si jamais, certains membres du groupe, de parrainage se trouvent à l'extérieur de la communauté d'établissement et qu'ils désignent, des représentants. Ou encore le formulaire de déclaration pour un parent, ou tuteur légal qui n'accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada. Si, par exemple, le demandeur principal réfugié était divorcé, et souhaitait que son enfant l'accompagne au Canada. Mais ce ne sont pas des formulaires qui sont obligatoires. Dans la plupart des cas, vous n'aurez peut-être même pas du tout à les remplir. On va maintenant passer à la section suivante, qui est la section des documents, justificatifs. Cette section concerne uniquement les documents justificatifs du demandeur principal réfugié, parce que, pour les documents justificatifs des répondants, il faut les, téléverser dans les blocs protégés, hem, des répondants, hein, la page, des membres du groupe. Alors pour un CEP, le seul type de document à téléverser dans cette section, ce sont les photos, du demandeur principal et de sa famille, le cas échéant. Mais par contre, les demandeurs réfugiés, eux, pourraient,
avoir des documents justificatifs supplémentaires à joindre, à leur demande. Alors, vous pouvez le faire dans la section, des documents justificatifs supplémentaires. Vous pouvez chercher le type de document, dans le menu déroulant. Vous pouvez même taper la première lettre du titre d'un document pour le retrouver plus facilement. Alors pour, la démonstration, on a déjà choisi à l'avance plusieurs types de documents justificatifs supplémentaires, qui pourraient être pertinents pour un dossier, de demande de réinstallation d'un réfugié. Mais comme, vous pouvez le constater en voyant, la page qui défile, la liste de documents, possibles est plutôt longue. Alors gardez encore une fois à l'esprit que cette liste comprend plusieurs documents qui s'appliquent à d'autres programmes d'immigration et non au parrainage privé, de réfugiés. Alors ne vous faites pas déstabiliser par le choix très long de documents, seulement, une partie, relativement restreinte de documents, seront, pertinents dans le cas de votre dossier de demande de parrainage. Je voudrais, vous avertir en particulier de ne pas choisir l'option affidavit de traduction pour les documents traduits. On vous recommande plutôt d'inclure la traduction du document dans le même fichier PDF que l'original pour que les agents d'IRCC puissent bien faire le lien entre l'original et la traduction. Alors, on va prendre un exemple. Disons que le demandeur principal veut joindre une vérification de son casier judiciaire pour une raison quelconque. Il faudra alors choisir un rapport de police, puis téléverser un document PDF qui contient l'original et la traduction dans un seul fichier. Alors, disons que l'original du rapport de police était en arabe, le document a été traduit. Ne téléversez pas l'original et la traduction en tant que deux documents distincts. Fusionnez-les plutôt en un seul document que vous allez téléverser d'un seul coup dans le portail. Et un petit rappel de la convention d'appellation de fichiers exigée par IRCC. Ça devrait être le nom de famille du demandeur principal, suivi de tiret, suivi du prénom du demandeur principal, suivi d'un autre tiret, suivi du nom, rapport de police. Alors, on va maintenant parler de la dernière section de la demande, à savoir la déclaration du demandeur principal qui sert de signature, finalement. Alors, si le demandeur principal n'a pas été invité à la demande, il faudra que les répondants téléversent une version PDF du formulaire de consentement et déclaration qui sera signé par le demandeur principal. Alors, pour ce faire, vous pouvez télécharger ce formulaire sous forme de PDF à partir du portail en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous du nom, consentement et déclaration et le transmettre, au demandeur principal réfugié qui pourra le signer. Si par contre vous ne voyez pas de lien pour télécharger le formulaire en dessous du nom du formulaire et que le gros bouton bleu «Télécharger» pour téléverser le formulaire n'est pas actif, c'est un signe que vous avez choisi l'option d'inviter le demandeur à la demande dans la page des membres du groupe, mais qu'il n'a pas pu accéder au portail. Alors, pour rectifier cette situation, cliquez sur le lien pour gérer les membres du groupe. Donc, c'est le lien qui se trouve à la fin du texte, en dessous du bouton, à côté de la flèche verte. Puis, une fois que vous serez de retour dans la page de gestion des membres du groupe, à la question, le demandeur principal pourra-t-il signer sa demande numériquement dans le portail? Euh, Répondez non. Et quand vous retournerez dans la section de la demande, dans la déclaration, le lien pour télécharger le formulaire de consentement et déclaration devrait être visible alors, et le bouton télécharger pour téléverser le formulaire sera alors actif. Mais si vous aviez invité le demandeur principal et qu'il donc ça, c'est si vous souhaitez, changer, pour que le demandeur principal, n'accède pas au portail, mais que vous allez, lui acheminer, le PDF.
Mais plutôt revenons à l'option si le demandeur, principal est en mesure d'accéder au portail, vous l'avez invité, il peut se rendre dans le portail. Dans ce cas-là, dans sa section déclaration à lui, on revient dans la demande et dans la section déclaration, pardon, maintenant, on regarde la section déclaration du point de vue du répondant. Le répondant principal pourra voir si le demandeur principal réfugié a signé ou pas la déclaration en cliquant sur le bouton visualiser euh, de la déclaration. Alors seul le réfugié, peut remplir et signer électroniquement la déclaration. Les membres du groupe de parrainage ou les représentants en immigration ne peuvent pas signer au nom de la personne parrainée. Si le, demandeur principal peut accéder au portail, il peut accéder directement au formulaire, de déclaration qui est intégré dans le portail en cliquant sur le bouton «Commencer». Il devra, ensuite, donc il se rendra dans la page, de la déclaration. Voici à quoi ressemble la déclaration intégrée dans le portail. Le demandeur principal devra lire les informations qui se trouvent au début du formulaire, puis répondre aux questions posées. Il devra ensuite faire défiler vers le bas pour continuer de lire, toutes les informations de cette déclaration pour qu'il comprenne bien ce à quoi il consent. Et pour exprimer son consentement, le demandeur principal devra signer électroniquement la demande en tapant son nom complet dans le champ indiqué. Ça suffit, il suffit de taper le nom tel qu'il apparaît dans le passeport ou dans les documents d'identité. Pourra ensuite faire défiler vers le bas et le bouton remplir et poursuivre la demande sera alors activé et il pourra cliquer dessus pour continuer. Et nous revoici dans la page de la déclaration. Une fois que le réfugié aura, signé la déclaration, vous, en tant que répondant principal, vous pouvez faire défiler jusqu'au bas de la section de la demande et vous trouverez le bouton de soumission de la demande. Si le bouton n'est pas actif, comme c'est le cas maintenant, c'est parce qu'il manque encore des éléments à la demande. Alors, en dessous du bouton qui n'est pas activé, hem, vous verrez des messages d'erreur qui, expliqueront, les éléments manquants. Alors pour, les membres du groupe de parrainage qui ne sont pas, le répondant principal, le bouton de confirmation et de soumission de la demande ne sera jamais activé parce qu'on vous rappelle que seul le répondant principal ou le représentant en immigration rémunéré du groupe de parrainage peut soumettre la demande. Avant de soumettre la demande, le répondant principal devrait passer en revue la demande complète pour s'assurer qu'il ne manque rien, que toutes les informations exigées pour le programme de parrainage privé de réfugiés ont été saisies, pour les formulaires numériques intégrés dans le portail et que, tous les formulaires et documents exigés en fonction du type de groupe de parrainage ont été téléversés. Les personnes, soumettant des demandes dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés peuvent ignorer la consigne selon laquelle elles doivent s'assurer d'avoir inclus la preuve que vous avez payé vos frais. Il s'agit bien sûr d'un rappel qui s'applique aux autres programmes d'immigration puisqu'il n'y a pas de frais pour, soumettre une demande dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés. Alors ignorez ça tout simplement et une fois que vous aurez répondu à chaque message d'erreur, c'est-à-dire que vous aurez saisi tous les renseignements, obligatoires, le bouton «Confirmer et soumettre la demande» sera activé et si le répondant principal juge que la demande est complète, il ou elle pourra cliquer sur le bouton pour soumettre la demande à IRCC. Une fois que la demande aura été soumise, elle ne pourra plus être modifiée dans le portail, alors i assurez-vous bien de bien avoir relu les informations avant de soumettre la demande. La seule exception à cette règle, c'est lorsque IRCC juge que la demande est incomplète. Dans ce cas-là, IRCC enverra un courriel, à l'extérieur du portail qui expliquera les éléments manquants et la demande sera alors, déverrouillée temporairement, pour, que le répondant principal puisse faire les corrections nécessaires. Si jamais
renseignements concernaient la partie du dossier du demandeur principal. Le demandeur principal devrait signer la déclaration à nouveau, pour confirmer, le changement des renseignements. Il n'y aura pas de délai précis pour faire les corrections et resoumettre la demande parce que le traitement de la demande commencera officiellement au moment où IRCC jugera que la demande est complète. Alors voilà, félicitations, on a maintenant, terminé et soumis une demande de parrainage de réfugiés dans le portail. Il me reste encore, seulement quelques remarques sur les courriels automatiques et sur la communication avec IRCC à l'extérieur du portail. Alors, le portail RP, on l'a déjà vu, envoie des courriels automatiques suite à certaines actions. Le premier courriel automatique sera envoyé au répondant principal lorsqu'il amorcera la demande. Le répondant principal est le seul membre du groupe qui reçoit cette notification que la demande a été commencée dans le portail. Ensuite, si le demandeur principal réfugié a été invité à la demande dans le portail, il ou elle recevra un courriel comportant un lien unique pour lui permettre de se connecter au portail. C'est le même principe pour les autres membres du groupe de parrainage. Chacun recevra un courriel avec un lien vers le portail. Et si le demandeur principal a un représentant, par exemple un représentant non rémunéré, ce représentant recevra également un courriel avec le lien pour se joindre à la demande dans le portail. Par contre, si c'est un représentant rémunéré qui a commencé la demande au nom du groupe de parrainage, c'est alors ce représentant qui devra inviter le répondant principal au moment de commencer la demande. Dans ce cas-ci, le répondant principal recevra une invitation par courriel l'avisant qu'il a été invité à la demande. Le répondant principal aura alors la possibilité d'accéder au portail pour voir ou pour remplir la demande, mais il n'est pas obligatoire que le répondant principal accède au portail si la demande a été commencée par un représentant en immigration rémunéré qui agit au nom du groupe de parrainage. Le répondant principal pourrait choisir de donner au représentant rémunéré la permission de prendre en charge le dossier. Et la raison pour laquelle le répondant principal doit quand même être invité, euh, dans ce cas-ci, c'est pour que le répondant principal puisse recevoir des notifications automatiques du portail par courriel. Lorsqu'un membre du groupe est retiré de la demande, le répondant principal ou le représentant rémunéré, et toutes les autres personnes invitées à la demande reçoivent une notification par courriel. Lorsque la demande est soumise, le répondant principal ou le représentant rémunéré et toutes les autres personnes invitées à la demande reçoivent une notification par courriel. Et lorsque la demande est retournée, seul le répondant principal ou le représentant rémunéré du groupe recevra une notification. En fait, le portail enverra d'abord, un courriel automatique disant que la demande a été retournée, mais ensuite, IRCC enverra, un courriel plus détaillé à l'extérieur du portail. Et la raison pour laquelle c'est, uniquement le répondant principal ou le représentant en immigration rémunéré qui reçoivent ce courriel, c'est parce que ce sont ces personnes, le répondant principal ou le représentant en immigration rémunéré, représentant le groupe de parrainage, qui devront s'assurer que la déclaration est signée à nouveau et devront, soumettre la demande, par l'entremise du portail. Mais il y a plusieurs autres actions qui se font à l'extérieur du portail. Alors, une fois que la demande est soumise et qu'elle aura été vérifiée par un agent d'IRCC et jugée complète, un accusé de réception sera alors envoyé par courriel à l'extérieur du portail. Ce courriel viendra du compte du CORO, c'est-à-dire du Centre des opérations de réinstallation Ottawa, et comportera le numéro G de la demande. Et à partir de ce moment où la demande est jugée complète par IRCC et où le numéro G a été émis, toute la correspondance se fera à l'extérieur du portail. Le portail sert finalement uniquement à soumettre des demandes. Les procédures pour obtenir des mises à jour de l'état de la demande ou pour mettre à jour la demande seront donc toujours les mêmes qu'avant le
le lancement du portail comme vous pouvez, le constater en lisant, les guides de demande de parrainage de réfugiés. Alors, je vais faire un petit résumé de toutes les actions qui doivent être effectuées à l'extérieur, du portail. Alors, il y a certaines demandes qu'on ne peut pas soumettre par l'entremise du portail. Par exemple, les demandes dans le cadre du délai prescrit d'un an pour faire venir les membres de la famille qui n'ont pas pu, accompagner le demandeur principal au Canada. Ces demandes-là doivent toujours être soumises, à l'extérieur du portail conformément à la procédure, actuelle. Pareil pour les demandes pour le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Ces demandes-là ne peuvent pas non plus être soumises, par l'entremise du portail. Il faut les soumettre, à l'extérieur, du portail, conformément aux procédures actuelles telles que décrites dans les guides. Pareil pour les demandes de, parrainage d'aide conjointe. Et pour, ajouter une nouvelle personne à charge après la soumission de la demande, il faudra aussi le faire à l'extérieur du portail conformément à la procédure actuelle qui est décrite en détail dans les guides. Alors pour d'autres types, de mises à jour concernant la demande, les répondants, devraient suivre la procédure actuelle. Lorsque la demande est toujours en cours de traitement au Canada, pour obtenir ou pour donner des mises à jour, il faut communiquer par courriel avec le Centre des opérations de réinstallation, à Ottawa, dont l'adresse de courriel se trouve dans les guides de demande de parrainage. Et lorsque la demande sera transmise à l'étranger, il faut normalement communiquer avec le bureau des visas au moyen d'un formulaire web, comme celui dont vous voyez le lien à l'écran. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir, regardé cette vidéo portant sur le portail numérique d'IRCC pour la soumission des demandes de parrainage de réfugiés. Si vous avez des questions, on vous invite à communiquer avec un membre de l'équipe du PFPR. Vous pouvez appeler notre ligne d'aide au 1-877-290-1701. On répond aux appels du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures heure de l'Est et vous pouvez également nous poser des questions par courriel. Alors pour trouver, les adresses de courriel des membres de notre équipe, vous pouvez vous rendre sur notre site web à rstp.ca/fr/contactez-nous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo.